Opération spéciale dans les airs et sur la terre pour débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement, neutraliser les groupes armés terroristes, sécuriser et rassurer les populations, puis réaffirmer l'autorité de l'État. Nos forces de défense et de sécurité sont sur le terrain. C'est l'opération OUNE qui est en marche dans le Sahel et l'Est. Vous le verrez tout à l'heure, nos FDS font du résultat et l'opération suscite beaucoup d'espoir. Le mandat du maire de l'arrondissement 10 de Ouagadougou est-il menacé? Sera-t-il retiré par son parti, le MPP, avec qui les relations sont brouillées? Bien malin, qui pourrait le dire? Mais en attendant, des populations mettent en garde le parti au pouvoir contre toute velléité de destitution de Jérémy Sawadougou. S'unir dans la diversité religieuse comme pour dire que nous n'avons qu'un seul Burkina Faso. L'image forte nous vient de l'archevêché de Ouagadougou où les musulmans ont rompu le 28e jeûne du Ramadan en compagnie de leurs frères des autres religions. On vous explique la symbolique de cet acte dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de nous choisir. Cette question, pour commencer, l'heure de la victoire a-t-elle sonné pour nos forces de défense et de sécurité? Il est peut-être tôt pour le dire, mais sachez que l'armée vient d'affirmer la suprématie sur les forces terroristes. Une vingtaine de terroristes neutralisés, 4 bases terroristes réduites en miettes, des armements récupérés. L'opération OUNE, lancée le 5 mai dernier dans les régions de l'Est et du Sahel, est une vigoureuse riposte suite aux dernières semaines sanglantes que le pays a connues du fait des attaques terroristes. Les images rapportées par l'armée nous est commentées par Hervé Dapa. OUNE, qui signifie en langue fulfulde dignité, c'est le nom de l'opération lancée depuis ce 5 mai par les forces armées burkinabè dans les régions du Nord et du Sahel. Une vaste offensive qui mobilise l'armée des terres, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale et les unités spéciales. Objectif de l'opération, neutraliser les groupes armés terroristes qui sévissent dans ces régions, sécuriser et rassurer les populations, réaffirmer l'autorité de l'État. Les théâtres d'opération varient incessamment. Il faut adapter les stratégies et les armes aussi, comme ici avec ce multilanceur de roquettes communément appelé Orgue de Staline. Les positions ennemies sont pilonnées à plusieurs reprises. Puis les hommes à terre vont au contact. C'est le corps à corps, comme vous pouvez l'entendre. Souvent violents. Des échanges de tirs qui peuvent durer plusieurs minutes et même des heures. Dans la calmie, les restent en faction. Que ce soit à moto ou en blindé léger, la progression est quelquefois ralentie par le risque de tomber sur les EEI. Les redoutables engins explosifs improvisés ou des mines très meurtriers. Une équipe de détection ici à l'œuvre. Un travail minutieux. À tout moment, il peut avoir une explosion. Le danger peut venir de partout et surgir de nulle part. L'ennemi est mobile, très mobile, s'infiltre souvent au sein des populations, dans les villages, comme celui-ci, où une unité est en patrouille. Les hommes sont interrogés et contrôlés avec beaucoup de courtoisie. Il faut rassurer ces populations souvent victimes de représailles de la part des terroristes. Elles deviennent méfiantes et apeurées. Des petits gestes peuvent recréer un lien de confiance. Après plusieurs jours de combat, le bilan partiel selon l'état-major général des armées fait état d'une vingtaine de terroristes neutralisés, de 4 bases terroristes détruites et divers matériels récupérés. Cette vaste opération militaire qui se poursuit intervient après 2 semaines marquées par plusieurs attaques terroristes particulièrement meurtrières, notamment au sein des civils. Direction Bobo Dioulasso où il y a du grabuge à l'église baptiste évangélique. Des jeunes protestent pour dénoncer le licenciement abusif et la mauvaise gestion du cabinet dentaire baptiste de Bobo. Une situation qui aurait des répercussions négatives sur la vie communautaire des églises baptistes de la ville de Sia. Des accusations totalement refutées par les premiers responsables du cabinet dentaire et de l'église elle-même. Ils parlent d'instrumentalisation et appellent les jeunes au calme. Toutes les précisions avec Soto Justin Dabiri.
C'est devant le portail fermé du cabinet dentaire de l'église baptiste de Bobo-Dioulasso que des jeunes membres de l'association de l'église évangélique baptiste de Bobo manifestent leur mécontentement. Ils déploient et dénoncent une gestion calamiteuse du cabinet dentaire depuis l'arrivée du nouveau gestionnaire. Le nouveau gestionnaire qui a été recruté par le bureau national a commencé à rendre impossible la vie des travailleurs du cabinet dentaire, provoquant ainsi la dégradation du climat social et du travail au sein de la structure. Cette situation a provoqué le départ de tous les agents de santé expérimentés qui y travaillaient depuis plusieurs décennies. Par la suite, tout le personnel permanent a été licencié sans raison valable. Des accusations rejetées par le mis en cause. Pour lui, ces jeunes sont manipulés par certains responsables de l'église baptiste de Bobo qui lui en voudraient à cause des réformes qu'il a engagées au sein du cabinet dentaire depuis son arrivée. Je ne me reconnais aucunement dans ce que ces jeunes-là disent. Puisqu'aujourd'hui, si on m'interroge sur certains points, je pourrais apporter les preuves claires de ce que je dis. Et je vais même vous donner la preuve comme quoi il y a eu des diffamations à mon égard. Il y a eu des diffamations sur mes patrons. Il y a eu des diffamations sur le pasteur qui est présent ici. Aziz Tagnan n'est pas le seul à qui s'attaquent ces jeunes protestataires. Ils en veulent aussi au pasteur Dakio, responsable de l'église baptiste de Bobo, qui les empêcherait de tenir leurs activités au sein de l'église. Le bureau national, qui en complicité avec le dénommé pasteur Dakio Denis, cherche à semer la division dans notre communauté. Et à cause de la situation du cabinet dentaire, le dénommé pasteur Dakio Denis ferme la porte de notre église centrale baptiste de Bobo, qui revient à tous les membres de nos églises baptistes de la région. Il se permet de fermer la porte de l'église aux différentes structures de la région, les empêchant de mener leurs activités. En plus de cela, ce dernier travaille à entraîner d'autres responsables d'églises locales avec lui. Des faits que ne reconnaît pas le pasteur Denis Dakio. Pour lui, les personnes exclues de l'église l'ont été pour indiscipline. L'église ne tolère pas l'indiscipline. Quand quelqu'un trouble la paix de l'église, quand quelqu'un dérange le ministère de l'église de se faire, il y a des sanctions. Voilà. Et la plus forte sanction, c'est d'être excommunié. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Le pasteur Dakio ne compte pas céder et affirme qu'avec le nouveau gestionnaire, ils ont le cutus du bureau national et comptent poursuivre les réformes nécessaires engagées pour donner un nouveau souffle au cabinet dentaire de l'église baptiste de Bobo. Les jeunes protestataires, eux, restent fermes. Si dans un délai raisonnable, ils n'ont pas de réponse qui prenne en compte leurs revendications, ils envisagent des actions fortes. Ça grogne également à Ouagadougou, plus précisément dans l'arrondissement 10, où le maire Jérémy Sawadogo n'est plus en odeur de sainteté avec son parti. Le parti au pouvoir, il s'est même auto-exclu, avaient commenté les responsables du MPP en avril dernier. Sur 11 mai, ce sont les populations qui redoutent que l'édile ne perd son mandat. Ce matin, elles se sont faites entendre. Elles demandent au parti au pouvoir de laisser le maire achever son mandat. Abdou Aziz Saré nous en dit plus. La tension est montée d'un cran ce mardi matin au quartier Taptenga de Ouagadougou. Ces hommes et femmes protestent contre une tentative de destitution qui pèserait sur Jérémy Sawadogo, maire MPP de l'arrondissement 10 et certains de ses conseillers municipaux. Mais notre cri de cœur aujourd'hui est que les autorités même pensent plutôt au bien de la population que de leur propre intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de défendre, c'est les intérêts de la population en fait. Parce qu'avec le conseil municipal qui est là aujourd'hui, quand on parle, on voit déjà, les gens voient seulement le maire. Ce n'est pas le maire seul. Il y a toute une équipe qui est arrivée depuis que nous sommes là. Ce conseil municipal qui est aujourd'hui, qu'on est en train de voir dissoudre là, aucun conseil n'a travaillé comme ce conseil-là. Et la population est fière d'eux. Donc ce n'est pas uniquement le maire, mais ils n'ont qu'à laisser tout le conseil municipal en paix pour attendre le mois des élections et puis avant qu'ils partent. Selon ces populations, c'est dans les journaux qu'ils ont appris l'ambition du MPP de retirer le mandat de leur maire sous prétexte qu'il a battu campagne sous la bannière d'une autre formation politique.
Pourtant, disent-ils, c'est le MPP lui-même qui l'aurait écarté du parti. Les gens crient sur tous les toits que le maire de l'arrondissement 10 de Ouagadougou ne peut pas être MPP et militer dans d'autres partis. Ce qu'ils oublient, c'est que le maire a été chassé depuis belle lurette du MPP et ses excuses jusque-là n'ont pas changé sa situation, car le parti au pouvoir ne l'associe toujours pas. Mettez-vous un peu à sa place. On le sait tous, entre le rejet et l'accueil, le choix est vite fait. À Taptenga, la population reste ferme. Le maire Jérémy Sawadogo ne bougera pas tant que son mandat n'est pas terminé. Si certains ne l'aiment pas, nous, on l'aime bien, car il nous propose un vrai programme de développement qu'il exécute bien. C'est d'ailleurs sur la base de son programme que nous l'avons élu. Si le MPP ne veut plus du maire, qu'il sache que la population le soutient. Que le MPP se sépare de lui régulièrement, ce n'est pas un problème. Mais si c'est le haut-commissaire qui doit décider de la démission des conseillers, il va se heurter à la population. Les habitants de l'arrondissement 10 de Ouagadougou invitent le président du FASO ainsi que celui de l'Assemblée nationale à prendre à bras le corps la situation afin de trouver une solution à l'amiable. Les autorités qui sont de nouveau appelées à la rescousse, c'est une énième grogne liée aux questions foncières au Burkina Faso. Cette fois, c'est l'association Nakolb Zanga de Saba qui donne la voix sur la réforme foncière engagée par l'exécutif. Une réforme axée essentiellement sur la loi 034 qui demande au comité interministériel de mener des réflexions approfondies sur la promotion immobilière en matière de gestion foncière au pays. L'association n'est pas contre, mais elle veut être associée au processus de décision. Elle a également émis ses inquiétudes liées à cette loi ce matin face à la presse. Benjamin Kwame. Ils étaient pratiquement représentés, les 27 chefs de village que compte la commune de Saba à cette sortie médiatique. Saba, où est issue justement l'association Nakolb Zanga. Cette sortie médiatique vise donc à exprimer leur inquiétude, alerter l'opinion nationale sur les enjeux que recouvre la mission confiée au comité de réflexion interministérielle. Un comité qui doit prendre des mesures urgentes et fortes sur la promotion immobilière et la gestion foncière. Et cela en référence à la modification de la loi 034. L'association dit adhérer au projet de réforme demande simplement à être associé pour les prises de décision. Cette portion de terre m'appartient et que ça a la valeur d'un payage ou d'un arrêté. Et qu'avec ce papier, je peux même prendre un crédit à banque et ainsi de suite. Donc, si on défait cette loi 034 là, mon papier là servira à quoi? Le papier que je détiens là, qui est sous forme de payage, il sert à quoi? Mes taxes que je payais pour être propriétaire, je serai remboursé. Mes crédits que je pris en main par rapport à ce papier-là, est-ce que je serai remboursé? Comment je fais pour rembourser ça? Voilà pourquoi nous disons que non, nous ne sommes pas contre la réforme de la loi 034, mais nous devons être associés, propriétaires terriens, promoteurs immobiliers et État dans la prise de décision. L'association Nakolb Zanga de Saba indique qu'elle attend depuis 5 ans pour la validation des projets d'immobilier dans leur zone, mais la lenteur administrative est encore en cours. Connaissant la question qui peut créer des grises mines à tout bout de champ, une batterie de recommandations est formulée à l'endroit du gouvernement. Nous restons propriétaires de nos terres et c'est valable pour la génération future. Pour une gouvernance foncière apaisée, il faut maintenir et conforter le droit des propriétaires terriens. Faciliter l'exécution des projets immobiliers déjà enclenchés par des promoteurs immobiliers en vue d'alléger la souffrance des populations. En vue d'éviter de bouleverser l'ordre établi, l'association recommande également un cadre de concertation entre l'État, les propriétaires terriens et les promoteurs immobiliers pour un véritable dialogue responsable et productif. Et c'est dans ce contexte généralisé de crise dans le domaine du foncier et dans bien d'autres domaines que le HCROUN fait des propositions pour un Burkina réconcilié.
Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est en fin de mission. Après avoir remis son rapport au chef de l'État, Léandre Bassolé et ses collaborateurs sont allés répéter le même exercice au CEFOP. Le chef de file de l'opposition politique a reçu ce matin le rapport du Ashkroun. Plus de précisions avec Archimède Boy. Léandre Bassolé, président du Ashkroun, au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, remet ici son rapport de fin de mandat à Eddy Kombouego, chef de file de l'opposition politique. Un document qui fait le point des actions menées en 5 ans par l'institution pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Nous sommes venus lui remettre une copie du rapport annuel qui couronne en fait les 5 années d'existence du Ashkroun, rapport qui a été remis officiellement au président du Faso, et nous sommes venus le lui remettre à l'attention du cadre de concertation. Nous allons encore demander au président Léandre Bassolé de souffrir que nous puissions l'inviter une seconde fois, de venir nous faire une substance, donner la substance de ce rapport. Nous allons certainement le lire, nous allons l'exploiter, mais certainement que nous aurons des questions de compréhension et nous allons réorganiser une autre séance de travail avec lui, s'il veut bien. Avec l'ensemble du cadre de concertation, nous aurons certainement 1 ou 2 heures pour passer avec lui afin de nous donner la substance de son document. Le Ashkroun s'est vu confier plusieurs dossiers, notamment ceux en lien avec des violations de droits de l'homme, des crimes économiques, politiques et des dossiers de spoliation de biens. L'institution a formulé dans ce document des recommandations pour un meilleur aboutissement du processus de réconciliation nationale. Réconciliation nationale, cohésion sociale, vivre ensemble. Ce sont entre autres des thèmes au cœur des actions de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Le dernier acte de l'institution dirigée par El Hadj Ousseini Tapsoba a consisté à organiser une rupture collective de jeûne atypique. Eh bien, tout s'est déroulé dans l'enceinte de l'archevêché de Ouagadougou où musulmans, chrétiens et coutumiers se sont côtoyés. L'idée, c'est de renforcer l'entente et la cohésion entre les différentes communautés qui forment la nation burkinabé. Madina Sionou. Loin de sa mosquée, c'est depuis l'archevêché de Ouagadougou que le muezzin de la Ligue islamique pour la paix au Faso fait l'appel de la prière du Maghrib de ce dîner. Un appel qui sonne également l'heure de la rupture du jeûne de ce jour. Le repas est offert par l'archevêque Philippe Ouedraogo, un geste qui traduit l'union entre la communauté musulmane et catholique burkinabé. Ce qui nous a amené, ce qui nous a poussé ce soir à être là à l'archevêché de Ouagadougou, c'est compte tenu de la personnalité de son éminence, M. Philippe Ouedraogo. Comme vous le savez, le cardinal n'a jamais ménagé aucun effort, en tout cas pour la recherche de la cohésion interreligieuse. Et comme on était en fin de carême, nous avons estimé qu'il était normal qu'on vienne rompre le carême à son archevêché pour le rendre hommage et lui dire merci de continuer dans cette lancée pour la cohésion nationale au Burkina Faso. Première du genre, cette initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso permettra, selon l'archevêque de Ouagadougou, de briser les murs de la méfiance et de l'intolérance entre les fils et filles du Burkina Faso, et ce, conformément à la volonté du pape François. Comme nous enseigne notre pape François, il a signé un document de grande importance à Abu Dhabi avec le grand imam pour la paix, la fraternité mondiale. Alors, cette présence ici répond bien à nos préoccupations. Il nous faut ensemble démolir les murs et construire des ponts. Démolir les murs de haine, de séparation, d'incompréhension, d'intolérance pour bâtir des ponts. Alors, ils sont venus bâtir un pont ce soir, un pont de la fraternité. La fraternité, la tolérance pour un monde réconcilié dans la justice et la paix véritable. Vraiment, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que fait la Ligue islamique pour la paix au Faso. Nous les encourageons à continuer de plus belle
Nous voudrions que toutes les associations soient vraiment éprises de la paix et mettent tout en œuvre pour que nous puissions construire un Burkina Faso renouvelé. Cette rupture de jeunes collectifs à l'archevêché de Ouagadougou a aussi servi de cadre pour l'Église catholique de manifester sa solidarité envers la Ligue islamique. Des cartons de sucre et des boissons lui ont été offerts, de quoi assurer la rupture du jeûne de ce 11 mai. Même exercice de rupture collective de jeunes au sein de la première audience télé au Burkina Faso. La chaîne Au cœur de nos défis a réuni l'ensemble de son personnel ce 10 mai. Protestants, catholiques ont assisté leurs frères musulmans en prière avant de partager un repas communautaire ensemble. Nous avons souhaité le meilleur pour la télévision BF1, mais aussi pour notre patrie, le Burkina Faso. Reportage Abdou Aziz Sari. C'est connu, le Ramadan est le mois de la solidarité par excellence, de partage et de fraternité entre tous les fidèles musulmans. Saisissant cette occasion, en vue de renforcer ses liens avec ses employés, la télévision BF1 convie ceux-ci à un repas. Journalistes, cadreurs, réalisateurs et autres agents de la boîte prennent part à cette rupture collective. Ils saluent l'initiative des premiers responsables de la télé. En tout cas, je trouve cette initiative très bonne de pouvoir organiser une rupture collective pour tous les musulmans de BF1 et tous les collègues, on va dire. Parce que ce n'est pas seulement les musulmans qui sont invités, tous les sont invités. Ensemble, on a prié pour que tout ce qu'on a vécu avant comme malheur, que Dieu nous éloigne de ça et que Dieu puisse bénir encore BF1 pour que nous soyons encore plus grands que ce que nous sommes déjà. Le partage du repas en communauté est toujours recommandé par toutes les religions et je pense que c'est une bonne chose. Nous profitons de se frotter, se demander pardon, le mois béni, et que nous prions Dieu nous montre toujours beaucoup de mois de carême dans la paix, dans la santé et puis dans la joie. Oui, apparemment tous les gens sont là. Si vous allez constater, il y a des gens qui sont protestants, il y a des catholiques au sein de la télévision BF1. Nous tous, on était là, ils étaient de côté, on est en train de prier, on a fini de prier, on est venu, on a mangé ensemble, on a bu de l'eau ensemble, on s'est salué, on s'est souhaité que l'année prochaine, que ça nous trouve en bonne santé et que c'est ça la rupture collective. Cette soirée de convivialité, placée sous le signe de la cohésion sociale et de l'abnégation au travail, se tient au moment où la télévision BF1 est classée première audience télé du Burkina Faso par Africascope. Le directeur commercial de la chaîne Au cœur de nos défis invite le personnel à poursuivre les efforts afin de tenir ce cap. Pour ce qui est des collaborateurs de la télévision BF1, c'est de renforcer les liens qu'il y a entre nous, de sorte à pouvoir conquérir davantage les centres d'intérêt des téléspectateurs pour les satisfaire en matière de contenu, mais c'est également aussi pour que chacun puisse s'épanouir au sein de la télévision BF1, mais également au sein de sa famille. La prière en groupe et des bénédictions mutuelles mettent fin à cette soirée de partage. Elle a été aussi l'occasion d'avoir une pensée à l'endroit de tous les disparus de la télévision BF1. La chaîne de solidarité nationale en ce mois béni de Ramadan qui se renforce avec ce geste de l'association pour la bienveillance humanitaire. Elle offre des sacs de riz à plus de 500 personnes démunies, un don dans le cadre du projet Zakat de l'association. Justin Monto. Jour de joie pour ces familles économiquement faibles qui reçoivent ici à l'arrondissement 9 de Ouagadougou un sac de riz de 25 kg chacune. Ce 10 mai, à travers son projet Zakat, l'association pour la bienveillance humanitaire offre l'opportunité à environ 500 familles démunies de fêter le Ramadan. Un programme financé par le Croissant Rouge, partenaire de l'association. C'est un programme pour accompagner les fidèles musulmans à célébrer le fête du Ramadan qui est nommé fête Al-Fitr. Donc c'est les Zakat Al-Fitr. Donc comme ça, tout le monde sera réuni, errer les jours de la fête et tout le monde prépare. Et c'est pour cela qu'on est là pour participer à ces événements chaque année. L'ABH nous a suivi beaucoup en nous aidant à construire beaucoup de mosquées, à faire réaliser beaucoup de forages et des centres de santé et des dons comme on le fait ce soir. Donc vraiment, on dit merci à l'ABH et on prie Dieu
que Dieu les assiste dans leurs actions humanitaires. Au total, 12,5 tonnes de riz ont été distribuées afin de permettre à ces familles de fêter le Ramadan dans la joie après un mois de jeûne et de prière. Pour terminer cette question, comment assurer une meilleure représentativité des femmes dans la sphère décisionnelle au sortir des prochaines municipales? La question qui intéresse le PNUD au cœur d'un atelier. Ici, il est question pour le programme des Nations Unies pour le développement de renforcer la participation politique des femmes aux élections à venir. Archimède Boy. Les législatives du 22 novembre dernier ont enregistré 1446 candidatures féminines sur un total de 5333. À l'arrivée, seulement 9 femmes ont été élues, soit une représentation d'environ 7%. Cette faible représentativité des femmes au Parlement place le Burkina Faso au 176e rang sur 192 pays, selon le classement de l'Union interparlementaire de 2020. Ce sont ces chiffres qui justifient la tenue de cet atelier visant à renforcer la participation politique des femmes aux municipales prochaines. Cette rencontre rentre dans le cadre du PAPE, projet d'appui aux processus électoraux, une initiative du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. On est convaincu qu'il y aura des résultats. Et je voudrais rappeler qu'il y a quelques années, le Burkina Faso donnait un exemple des pays modèles en ce qui concerne la participation des femmes. Et au jour d'aujourd'hui, quand on prend le résultat du dernier recensement, les femmes représentent 51,7% de la population. Donc, partant du nombre, partant de la qualité, nous sommes convaincus qu'au bout de compte, les chiffres pourront s'améliorer. Il y aura plus de participation des femmes. Participe à cet atelier la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Cette institution a pour mission de faire respecter la loi électorale, une loi qui impose à la fois un quota de 30% de l'un et de l'autre sexe et un positionnement alterné homme-femme sur les listes de candidatures. Malheureusement, en ce qui concerne la des femmes, la loi n'est pas toujours respectée. Le quota genre n'est pas respecté, aussi bien pour les candidats, ce qui se joue sur la représentativité à l'Assemblée nationale. J'espère que les conclusions qui en sortiront permettront que la loi en ce qui concerne le quota genre soit respectée et que les femmes se battent sur le terrain. Elles aussi, il faut leur pas de responsabilité, se battre sur le terrain pour être représentées à l'Assemblée et dans des conseils municipaux. Au terme de cette rencontre, les acteurs identifieront de bonnes approches et des outils de nature à booster la participation des femmes aux consultations électorales. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Fonza dans le Tuir. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.